Bon, bonjour à tous. J'avais dit que aujourd'hui j'allais montrer un petit peu plus comment j'avais fait les calculs qui permettent d'aboutir à un développement asymptotique complet pour les décroissances des corrélations pour deux observables sur le fibré unitaire tangent d'une surface hyperbolique. Donc, là, j'ai recopié un peu l'énoncé de la dernière fois. Donc, M, c'était une surface hyperbolique compacte. U et V, c'est deux fonctions assez régulières. J'ai remis la barre. Donc, à chaque fois, on apparie les fonctions en prenant le produit scalaire par rapport à la mesure de R. J'ai remis la barre là parce que, comme on va utiliser de la théorie des représentations, et que donc ça va tout le temps être des espaces de Hilbert, là, si on oublie de mettre les barres, mais bon, je l'ai remise des deux côtés, donc c'est le même énoncé que la dernière fois. Et donc on avait vu que si on regarde les corrélations de deux observables régulières pour le flot géodésique, il y a un développement asymptotique complet qui fait intervenir, d'une part, il y a un morceau qui fait intervenir qui est indexé par les fonctions propres du Laplacien, avec des états résonants de Ruel, j'avais appelé T et T étoile. Chaque valeur propre du Laplacien fait apparaître une infinité de résonances qui sont elles-mêmes indexées par un deuxième paramètre petit m. Et je suis désolée, hein, il y a un entier grand M ici qui est bien sûr pas le même que la variété, mais j'avais utilisé cette notation la dernière fois. Donc chaque valeur propre du Laplacien fait apparaître déjà plus et moins RJ, et ensuite il y a un entier M. Donc il y a une infinité de résonances de Ruel. La valeur propre 1 quart, elle est très légèrement différente parce que, au lieu d'avoir des états résonants de Ruel qui diagonalisent le flot géodésique, il y a un bloc de Jordan d'ordre 2. Et puis il y avait aussi encore toute une partie qui ressemblait à ça, mais qui venait des séries holomorphes et anti-holomorphes que j'ai pas recopiées. Donc j'ai dit que j'allais expliquer un petit peu comment j'avais fait ça, mais en fait je vais faire uniquement les séries principales, donc le cas où RJ est réel. Et puis je vous rappelle aussi que donc on va utiliser la théorie des représentations de PSL de R. Je me suis pas mal inspirée d'un livre de Michael Taylor qui s'appelle Non-Commutative Harmonic Analysis. J'ai repris quasiment les mêmes notations, sauf que lui il fait SL de R, donc il a deux. En fait, je vais garder que la moitié des représentations irréductibles, puisque s'il y en a qui consultent son livre, vous verrez que toutes celles pour lesquelles l'identité, toutes les représentations irréductibles pour lesquelles moins l'identité n'agit pas trivialement disparaissent. Donc j'ai que la moitié. Et pour cette raison, en fait, je me souviens plus si j'avais mis un demi ici ou non. Je vais le mettre en tout cas. Dans Michael Taylor, il n'y a pas le 1,5, mais voilà, il y a une histoire. Mais avant ça, je vais quand même en profiter pour faire le point sur les propriétés d'invariance des états résonants. Donc on en avait un petit peu parlé sur les graphes. Donc les distributions T et T étoiles. Alors, on va voir apparaître, en calculant ces distributions, on va voir apparaître les propriétés d'invariance, mais là, ce qu'on peut remarquer, c'est que rien qu'en admettant l'existence de ce développement asymptotique, en fait, les états résonants T et T étoiles, ils ont forcément certaines propriétés d'invariance. Parce que, par exemple, si vous écrivez que
si vous écrivez que le produit scalaire entre U et V, V transporté au temps T0 plus T, c'est la même chose que de d'abord, enfin si on utilise la propriété du flot, ça va vous permettre d'écrire le développement asymptotique de deux manières différentes, hein, et ça va vous donner que les T et les T étoiles, elles sont invariantes, elles sont des distributions propres du flot géodésique. Par exemple, vous allez trouver que la distribution T étoile indexée par J et M, si je l'applique à V rond sigma T, c'est la même chose que si je l'applique à V et le tout multiplié par, si on ne se trompe pas de signe, c'est comme ça. Il y a des propriétés, il y a les mêmes propriétés pour les distributions de T, mais avec le temps qui est inversé. Ça, vous écrivez juste cette identité, et puis vous pouvez, en utilisant l'invariance de la mesure de Haar par le flot géodésique, vous pouvez aussi faire passer le sigma moins T0 de l'autre côté. Et vous trouverez une propriété analogue pour les distributions T. Donc, donc ce sont des distributions propres, ou des états propres généralisés pour le flot géodésique. Alors, dans le cas de la valeur propre un quart, ça ne va pas être exactement ça, il va toujours avoir un bloc de Jordan. Et une deuxième propriété, c'est des propriétés d'invariance par le flot orocyclique. Alors ça, c'est pareil, on va voir cette propriété en calculant ces distributions, mais en fait, rien que l'existence du développement asymptotique impose ça. Et ça, comme je l'avais dit, hein, c'est quelque chose... Quand Ruel a écrit son article sur son article un peu où il présente les états résonants, il dit que ces états résonants doivent avoir une certaine propriété de Gibbs, mais sans dire exactement ce que ça veut dire. Et je pense qu'en fait, c'est difficile en général de dire ce que ça veut dire. Là, par exemple, vous vous souvenez, on avait le... Alors, je peux oublier comment je l'avais noté. Oui, N+, c'est la dérivée dans la direction du flot cyclique instable. N+, c'était la matrice 0, 0, 1, 0. Donc c'est celle qui dit, ça dérive dans la direction du flot cyclique instable. Et on a la propriété que si je dérive V rond sigma T, si je ne me trompe pas dans les signes, ça fait la même chose que dériver V transporté avec sigma T et multiplié par exponentielle T. C'est ça qui définit le flot orocyclique instable. Et si vous mettez ça dans le développement asymptotique, hein, donc ça va vous dire que si vous faites le produit scalaire bon, alors on va mettre la barre. Ça fait exponentielle. Donc si au lieu de V, j'utilise V dérivé dans la direction du flot orocyclique, ça multiplie tout par exponentielle moins T. Pardon, ça fait... Et ensuite, je peux faire une intégration par partie, parce que la mesure de Haar, en fait, la mesure de Haar, elle est invariante, pas seulement par le flot géodésique, mais par tous les flots que j'ai présentés là, vu qu'ils sont tous donnés par
multiplications, des flots donnés par des multiplications à droite. Et donc ça veut dire que le champ de vecteur n+, je peux faire une intégration par partie, et ça va peut-être, il y a un moins qui va sortir, je peux le faire porter de l'autre côté. Donc on a une identité comme ça. Et c'est pareil, on peut écrire, je ne vais pas le faire en détail, mais exercice, vous écrivez le développement asymptotique de ça, sous cette forme-là, et le développement asymptotique de ça, ça va vous donner des identités sur les distributions T et T étoile. Donc vous allez voir que par exemple, là c'est pour petit m égale 0. Si vous appliquez T étoile RJ0 à n plus V, vous allez forcément trouver 0. Ça veut dire que les distributions T étoile pour petit m égale 0, elles sont invariantes par le flot orocyclique instable. Si j'intègre, ça me dit que T étoile V transporté, alors ma notation c'était comme ça, je pense. Elles sont invariantes par le flot orocyclique instable, donc par le flot H+. Et les distributions T, c'est dans l'autre sens. Les distributions T, elles sont invariantes par le flot orocyclique stable. Par contre, après, si vous prenez ces indices M-là, si vous les prenez plus grands, ça devient plus compliqué. En fait, vous allez voir, toujours en faisant de deux manières le développement asymptotique, de même. Vous allez voir que qu'en fait, si vous dérivez la distribution, une distribution RJM, dans la direction du flot orocyclique instable, vous allez trouver quelque chose qui est une constante que je n'ai pas calculée, fois la distribution T étoile, mais d'indice M-1. Donc pour M égale 0, on trouvait 0, mais sinon à chaque fois on décale tout de 1, et le décalage de 1, il vient de ce exponentiel moins T là. Donc en fait, les autres distributions les autres résonances de Revel ne sont pas invariantes par le flot orocyclique. Il y a cette propriété comme ça de décalage, et par contre, quand on dérive, si j'itère ça le bon nombre de fois, ça doit être m plus une fois. Les distributions, les résonances de Revel suivantes, c'est quand on les dérive m plus une fois dans la direction du flot orocyclique que ça s'annule. Et ça me fait penser qu'il n'y a pas moyen de donner un sens précis pour un système dynamique Anosov quelconque à ce que c'est que cette propriété de Gibbs que Ruel a énoncée. Rien sur cet exemple, ce n'est pas quelque chose de très simple. On voit qu'il y a forcément une sorte de propriété d'invariance qui sort, mais elle n'est pas complètement évidente. Donc, et puis pour les distributions T, c'est la même chose, mais avec le flot orocyclique stable. Et le dessin du spectre. Alors je vais dessiner, la dernière fois j'avais énoncé la liste le spectre de résonance de sigma T. Là je vais prendre je vais dessiner le spectre du générateur, le spectre de résonance de A.
donc le générateur du flot géodésique. Donc, je crois que je n'avais pas fait ce dessin la dernière fois. Donc tout est à gauche, toutes les parties imaginaires sont négatives. Donc il y a 0 qui correspond à la valeur propre triviale. Il y a tous les entiers négatifs qui correspondent aux termes que je n'ai pas écrits, là, qui viennent des séries holomorphes et anti-holomorphes. Pardon, en 3. Et puis, il y a toutes les résonances qui viennent... Alors, il y a cette droite, partie réelle, partie imaginaire égale 1,5. Donc là, j'ai tous les... Alors, c'est moins 1,5 plus ou moins IRJ. Et puis il peut y en avoir, un nombre fini d'RJ peuvent être imaginaires purs, donc ça donne aussi certaines résonances ici. Et après, il y a l'entier, tout est décalé, tout est répété à l'identique, une infinité de fois, à cause de ce décalage de l'entier M, d'accord ? Donc il y a une infinité, donc le spectre est comme ça, c'est une infinité de droites verticales. Et puis quelques résonances qui sont ici, sur l'axe réel. Et alors, comme j'ai dit aussi, oui, là, du coup, ça me permet de refaire la remarque que j'avais faite la dernière fois. Il y a un article relativement récent de Frédéric Faure, Semyon Dyatlov et Colin Guillermou qui ont fait les choses un peu à l'envers par rapport à ma présentation. Ils sont partis de la théorie générale des états, des espaces de Banach anisotropes et ils se sont demandé ce que ça donnerait si on l'appliquait à une surface hyperbolique et ils ont obtenu la même liste d'états résonants. Mais par contre, dans leur développement asymptotique, le développement asymptotique que j'écris, on peut le pousser à tout ordre, on peut aller aussi loin qu'on veut. Il y a l'entier grand M qui me dit quand même que je m'arrête à un endroit, mais eux, par contre, ils se sont arrêtés. L'application de la théorie générale permet juste de prendre en compte les premiers termes, et ensuite, on a un grand O qui prend en compte ce qui s'appelle le spectre essentiel, donc toute cette infinité de valeurs propres qui est là. Alors, pour dire comment j'ai fait les calculs, donc, essayer la décomposition. Alors, notre fibré unitaire tangent, il s'identifie à PSL2R quotienté par un sous-groupe discret, gamma. Et je vais dire un petit peu rapidement comment on fait pour décomposer. Et donc, on est en train de faire agir le flot géodésique par multiplication à gauche par le groupe diagonal. Je vais expliquer comment on décompose. C'est L2. On va décomposer L2 du fibré unitaire tangent en représentation irréductible pour l'action à droite de PSL2R par multiplication. Donc ça, c'est un grand classique. Donc moi, je me suis inspirée de la présentation de livre de Michael Taylor. Donc il y a ce qui s'appelle les opérateurs de création et d'annihilation. Donc X plus donc lui, il s'appelle l'opérateur de création. Et
x-, c'est son adjoint, opérateur d'annihilation. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, ça... Non, ça c'est un plus. Et c'est eux qui vont nous aider. Alors, ce qu'on fait dans un premier temps, enfin, ils ont la propriété qu'ils ont leur crochet de lit avec le champ de vecteur z. Donc, on a z crochet, z plus, c'est égal à. Alors, non, donc, le z, je pense que j'avais mis un demi, c'est égal à i x plus. Et z crochet x moins égale moins i x moins. Et Z, il faut se rappeler, c'est le générateur du. Z, c'est le générateur juste du groupe compact là, de SO2 qui fait juste tourner les vecteurs. Donc Z, son spectre, de toute façon, c'est inclus c'est I fois les entiers. Si on a une fonction qui vérifie z phi égale ik phi, ça revient à dire que quand je fais tourner un vecteur d'un angle θ, la fonction... Tant pis, j'avais appelé... Bon, vous me dites si ça vous perturbe, il y a la lettre K qui sert à deux choses différentes. Si je me mets à tout changer en direct, ça ne va pas forcément améliorer les choses. Donc ici, K, c'est un entier. Et alors ici, K, c'est le Kθ, c'est le CSO2. Donc les fonctions propres de Z, c'est simplement les fonctions qui ont la propriété que si je fais tourner le vecteur d'un angle θ, la fonction se retrouve multipliée par exponentielle ikθ. Et ces propriétaires, ces opérateurs de création et d'annihilation, à cause de cette propriété du crochet de lit, ils ont la propriété que si z phi égale i k phi, alors z de x plus phi égale i k plus 1 x plus phi. Donc le x plus, il fait monter de 1 la valeur propre pour z, et x moins, c'est dans l'autre sens. Alors, la manière dont se passe la décomposition en irréductible, c'est la manière suivante. Je ne démontre rien, hein, mais la manière dont ça se passe, c'est que si on a une fonction propre du Laplacien, alors au départ, mes fonctions propres du Laplacien, ce sont des fonctions définies sur ma surface hyperbolique M. Mais une fonction sur M, je peux toujours l'avoir comme une fonction sur le fibré unitaire tangent qui est invariante par rotation du vecteur. Donc je vais voir phi lambda comme une fonction sur le fibré unitaire tangent tel que z phi égale 0. Et à partir de cette fonction, je vais construire toute une famille, phi lambda indice k. Je peux les définir par récurrence. Alors phi lambda k plus 1 est obtenu à partir de phi lambda k
en appliquant x+. Et puis, en général, on les renormalise pour qu'ils soient orthonormés. Donc, je vais écrire lambda égale 1 quart plus r carré. Et puis, il y a 2 r possibles, mais je vais en choisir un. Et je vais supposer qu'on est dans les séries principales. Hein, donc je ne fais que le cas des séries principales. Et là, dans ce cas-là, une manière assez pratique de renormaliser, c'est de diviser par k plus 1/2 plus ir. On choisit un des 2 r possibles. Mais ça, c'est juste la renormalisation qui fait que ça va être une famille orthonormée. Et puis, pour k négatif, non, je vais continuer à garder k positif, mais phi moins k moins 1, c'est x moins de phi moins k lambda. Voilà, et donc la propriété bien connue, hein, c'est que c'est que cette famille de fonctions, si je prends, donc c'est une famille orthonormée, et puis chacune est une fonction propre de z. Et si je prends l'adhérence pour L2, et ben, l'action de PSL2 dessus est irréductible. Donc déjà, cet espace, donc je vais l'appeler H de phi lambda. Donc il est stable, la propriété c'est qu'il est stable par l'action de PSL2 à gauche. Et par contre, il est irréductible. Il n'y a pas de sous-espace invariant. Donc déjà, voilà, rien qu'avec les fonctions propres, on récupère déjà toute une famille de représentations de sous-espaces invariants sur lesquels l'action est irréductible. On récupère, si on fait la somme de tous ces espaces-là pour toutes les fonctions propres, on ne récupère pas toutes les fonctions sur le fibré unitaire tangent. Il nous manque justement celles qui vont venir des sections holomorphes du fibré canonique, donc celles qu'on appelle plutôt la contribution topologique. Donc on peut faire la même chose. Donc si j'ai maintenant une section, donc soit psi n une section holomorphe de la nème puissance tensorielle du fibré canonique. Alors ce que ça veut dire, c'est quelque chose qui est de la forme f de z. Donc en coordonnées locales, c'est de la forme f de z dz à la puissance n, où dz c'est une forme linéaire, dz c'est une forme linéaire, c'est une forme C linéaire sur le fibré cotangent, et puis multiplié par f de z, et f est holomorphe. Alors une fonction comme ça, on avait dit, de manière assez directe, on peut la voir comme une fonction sur T1M. Et cette fonction, parce que à cause du dz à la puissance n, c'est une fonction propre de z pour la valeur propre in. Parce que simplement,
Si je fais tourner mon vecteur de θ, maintenant coordonnée complète, ça revient à le multiplier par exponentielle iθ, et le dz à la puissance n va être multiplié par exponentielle inθ. Et donc on peut jouer au même jeu hein, à partir de cette fonction-là. Donc on peut engendrer tout un espace en faisant agir l'opérateur de création. Ce qui se passe, c'est que en fait, le fait que f soit holomorphe, ça c'est un calcul qu'il faut faire, mais c'est équivalent à dire que quand je fais agir l'opérateur d'annihilation sur une telle fonction psi n, ça fait 0. Donc la principale différence avec le cas précédent, c'est que quand on va faire agir l'opérateur d'annihilation, on trouve 0, il ne se passe rien, donc on va regarder. Donc en fait, une telle fonction psi n, elle engendre un sous-espace formé de toutes les images de psi n par l'opérateur de création. Donc ça commence juste à k plus grand que n. D'accord. Alors que la principale différence avec le cas précédent, c'est que dans le cas précédent, il y avait k, il parcourait z. Là, k, il commence à n. Donc à chaque fois, psi n k plus 1, c'est x plus de psi n. Et puis si jamais on veut que ça soit normalisé, il faut diviser. Je pense que c'est, enfin c'est pas très important, mais je pense que c'est k moins n plus 1 facteur de k plus n. Et donc même résultat, cet espace-là, maintenant si je prends l'adhérence, c'est stable par l'action de PSL de R et puis irréductible. Et puis il faut faire la même chose avec maintenant les sections holomorphes, enfin il faut faire la même chose avec les complexes conjugués. Et le résultat, hein, c'est que le L2 de donc le théorème un petit peu qui nous dit le théorème de décomposition. Alors il faut partir d'une base orthonormée sur M formée de fonctions propres du Laplacien, et puis il faut partir d'une base orthonormée, donc pour tout n plus grand que 1, il faut prendre une base orthonormée de cet espace de section. Et le théorème, c'est que le L2 de T1M, c'est une somme, c'est la somme de tous les espaces, donc ces sommes sont orthogonales. Il y a tous les espaces engendrés qui viennent des fonctions propres, il y a les espaces engendrés par les psi n, et puis il y a les espaces engendrés par les psi n bar. Et chacun de ces sous-espaces est invariant par PSL de 2R, et donc chacun de ces espaces est invariant par le flot géodésique en particulier. Alors, ce qui s'appelle les séries. Alors, ça, c'est ce qui s'appelle les séries holomorphes et anti-holomorphes. Et ça, c'est série principale si lambda est plus grand que 1/4. Ce qui revient à dire que le petit r était réel. Et série complémentaire c'est lambda plus petit que 1/4. Alors, peut-être maintenant je vais effacer ça.
Alors pour calculer les corrélations entre deux observables, j'ai repris vraiment la méthode soviétique des années 50, qui est de se placer dans une de ces représentations irréductibles et d'utiliser un modèle de la représentation irréductible. Donc modèle. Je vais faire que les séries principales. C'est la manière dont Gelfand et Fomin, par exemple, ont montré que le flot géodésique a un spectre absolument continu sur L2, c'est de se placer dans un modèle comme ça. Alors il y a 3 modèles, donc je vais prendre... donc je vais prendre un R. R va être un nombre réel. Alors un premier modèle, c'est de prendre l'espace. Et peut-être je vais appeler G notre groupe de Lie. Le premier modèle pour les séries principales, c'est de prendre les fonctions de G dans C avec certaines propriétés d'invariance. Donc U, alors c'est... Oui. Je vais prendre l'espace des fonctions définies sur G et qui ont la propriété que si elles ont certaines propriétés d'invariance par multiplication à gauche. Donc si je multiplie, elles sont invariantes par multiplication à gauche par n-, et puis pour le flot diagonal, elles sont multipliées par exponentielle 1,5 plus IRT. Donc cet espace, évidemment, il est stable. Comme l'espace V, il est défini par une certaine propriété qui concerne des actions à gauche. Du coup, il est stable par multiplication à droite. Et en fait... souvent, on aime bien l'identifier à des espaces un petit peu plus simples. Alors, on a la décomposition. Si on utilise la décomposition N à K, oui. Toute matrice de 2 de déterminant 1, elle peut se décomposer en une matrice de cette forme-là, donc par une matrice diagonale. Et une matrice dans SO2. Donc il y a unicité de cette décomposition, ce qui fait que cet espace de fonction, si on veut, on peut le voir comme un espace de fonction juste sur un cercle, puisqu'elles ont cette propriété, comme elles ont cette propriété d'invariance à gauche, elles sont complètement déterminées. Finalement, ces fonctions sont complètement déterminées par leur restriction au groupe K. Donc VIR, on peut l'identifier à des fonctions sur K. Je vais dire dans un instant le produit scalaire, mais en fait, on va mettre... Bon, je dis tout de suite, on va mettre pour les séries principales, on met le produit scalaire, on prend L2 de K, on prend L2 de K avec le produit scalaire usuel. Alors que pour les séries complémentaires, on doit modifier un petit peu le produit scalaire.
autrement dit, c'est L2 de moins pi. Alors, par contre, il faut écrire ce que devient l'action. Là, l'action, elle est très simple, puisque j'ai dit c'est juste la multiplication à droite. Si maintenant j'identifie tout à... Si j'identifie cet espace à un espace de fonction sur K, l'action devient un petit peu différente. Il faut se demander ce qu'elle vaut. Et il y a un petit calcul qui dit que si je pars d'une matrice dans SO2, et que je la multiplie par une matrice de 2 ABCD, et que donc, du coup je ne suis plus dans SO2, hein, je prends une matrice quelconque dans SL2, je ne suis plus dans SO2, mais je peux me demander à quoi va ressembler la décomposition NAK de cette nouvelle matrice, et un petit calcul qui montre que si je refais la décomposition NAK de cette nouvelle matrice-là, je peux calculer. Alors, on pourrait tout calculer, mais en particulier, je peux calculer le nouvel angle θ'A'. C'est ça qui va m'intéresser. Et la relation, c'est que tangente θ' sur 2, c'est A tangente θ sur 2 plus C fois B tangente θ sur 2 plus D. Donc ça veut dire que si je veux faire agir sur le cercle, hein, comme sur des fonctions sur le cercle, l'action du groupe, elle est exprimée comme ça, quoi. C'est la matrice ABCD qui agit sur un angle θ, ça donne un nouvel angle θ' qui est relié au précédent par cette transformation de Möbius. Et ça montre qu'on a plutôt intérêt à travailler avec un troisième modèle qui est de... Ça donne envie, hein, le fait de voir cette formule, ça donne envie... On va identifier K, c'est-à-dire SO2, enfin, on va identifier K à R union l'infini. En disant qu'à un angle θ, j'associe x qui est tangente θ sur 2. Et donc ça correspond au dessin suivant, je vais faire dans le demi-plan de Poincaré. Donc au départ, j'ai des fonctions qui sont définies sur tout le fibré unitaire tangent, mais qui doivent être invariantes à la fois... Alors, quand on regarde, il faut faire attention entre action à gauche et action à droite. AT, si je le fais agir à droite, c'est le flot géodésique, mais si je le fais agir à gauche, c'est des homothéties. Donc AT, si je le fais agir à gauche, si je prends un vecteur comme ça, il faut faire une homothétie de rapport exponentielle t, et je me retrouve avec le même vecteur, mais image par une homothétie. Et puis ça c'est AT agissant à gauche. Et puis le N-, le flot N-, c'est les translations horizontales. C'est pareil, on avait dit quand on le fait agir à... Je ne sais jamais entre gauche et droite. Quand on le fait agir à droite, N-, c'est le flot eurocyclique, mais quand on le fait agir à gauche, c'est juste des translations horizontales. Donc si je prends un vecteur qui est comme ça, et que je fais agir N- à gauche, il est juste translaté horizontalement. C'est ça qui explique que mes fonctions ont cette propriété d'invariance. Comme je peux ramener la décomposition NAK, elle me dit que n'importe quel vecteur tangent, je peux toujours le ramener à un vecteur qui est basé en I par soit une translation, soit une homothétie, enfin par une composée et d'une manière unique en plus. Donc quand je raisonne sur L2 de K, ça veut dire qu'en fait je raisonne sur L2 des fonctions basées en l'origine, au point I. Et puis, si jamais je veux me ramener à R, l'identification entre ce cercle et R, c'est la suivante.
c'est pas tout à fait la projection stéréographique. Enfin, c'est une sorte de projection stéréographique, mais en suivant les géodésiques hyperboliques. Donc si j'ai un angle θ ici qui est mesuré par rapport à la verticale et que je prends la géodésique qui correspond, ça c'est un calcul qu'il faut faire. Donc je regarde l'arc de cercle qui est mal dessiné mais qui est comme ça. En moins l'infini, cette géodésique elle atterrit en tangente θ sur 2. Donc en fait l'identification entre ce cercle et cette droite, c'est une sorte de projection stéréographique, mais on suit les géodésiques hyperboliques. Donc voilà les trois... Et là, du coup, et c'est le modèle qui est peut-être le plus pratique pour les calculs, c'est de travailler sur... Donc maintenant, mon L2 de K, je vais l'identifier à L2 de R en disant qu'une fonction de θ, je l'identifie à une nouvelle fonction de x. Alors, j'essaie de ne pas me tromper dans les deux. C'est 2 arctangentes x. Alors, si je veux que l'identification soit unitaire, il faut diviser par racine de 1 plus x carré. Mais là, on va voir, c'est même encore plus pratique de mettre 1 demi plus ir. Donc ça, c'est une identification unitaire. Et du coup, ce qu'on peut montrer, c'est à partir de ce calcul-là, c'est que l'action de G à gauche, à droite, pardon, par multiple, à droite sur VIR, ça devient alors, si je veux faire agir la matrice ABCD sur une fonction U, ça revient à composer U par cette transformation de Möbius-là. Et puis à diviser par B, valeur absolue de Bx plus D à la puissance 1 plus 2IS. Et ça, c'est bien une représentation unitaire parce que c'est de la forme U. Alors, U rond une certaine... Il faut que je donne un nom à cette transformation de Möbius. J'ai déjà utilisé G pas mal de fois, je pense. Oh, peut-être pas. Non, ça va. C'est de la forme U rond G de X multiplié par G' de X à la puissance 1 demi plus IR, où G, c'est cette transformation de Möbius. Donc finalement, l'espace sur lequel on va travailler, c'est L2 de R, et puis muni d'une action de PSL2 qui est celle-ci. En fait, l'espace dont j'avais parlé, donc au départ, l'espace engendré par ma fonction propre phi lambda, il est
isomorphe à VIR, qui est lui-même donc isomorphe à L2 de K, qui est lui-même isomorphe à L2 de R. Et à chaque fois, c'est un isomorphisme qui préserve l'action. Donc je peux écrire l'action de groupe G, je peux l'écrire au choix sur n'importe quel de ces espaces. Alors ici, j'avais ma famille. Dans cet espace-là, j'avais ma famille phi lambda K qui formait une base orthonormée. Une identification naturelle entre ces deux espaces, c'est de prendre ici, alors ici, c'est de prendre la base orthonormée, d'identifier en fait les phi lambda K à la base habituelle de l'exponentielle ik θ. Et ici, si vous regardez la manière dont on a identifié L2 de K avec L2 de R, cette base orthonormée, dans L2 de R, elle va devenir une base orthonormée un petit peu bizarre, mais bon, je ne fais pas le calcul devant vous, mais cette fonction-là, si je la réexprime en fonction de x, ça fait 1 plus ix sur 1 moins ix à la puissance k, sur 1 plus x carré à la puissance 1 demi plus ir. Et puis enfin, là, de ce côté-là, c'est pas complètement inintéressant de voir ces fonctions-là. Bah, du coup, dans cet espace-là, oui, dans cet espace-là, il y a une seule fonction qui est invariante par l'action de SO2 à droite, c'est la fonction, ici, phi 0. Il faut regarder, en fait, dans une représentation irréductible de la série principale, il y a toujours une seule fonction qui est invariante par rotation. Et donc, il faut trouver l'unité fonction invariante par rotation dans cet espace-là. Et si je fais le dessin dans le demi-plan de Poincaré, c'est la fonction, c'est phi 0 de xy égale, c'est y à la puissance 1 demi plus ir. Donc, c'est une fonction de z, si on veut, parce qu'elle est invariante par translation horizontale, comme demandé. Et puis, par homothétie, elle est multipliée par ce facteur-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle, donc cette fonction-là, c'est ce qu'on appelle une onde plane horosphérique. C'est une onde qui oscille. C'est une onde plane dont les lignes où la phase est constante, ce sont les horosphères centrées en plus l'infini. C'est une onde plane horosphérique et voilà, et centrée en plus l'infini, centrée en l'infini. C'est une onde plane, voilà, les lignes où la phase est constante, c'est y égale constante, donc c'est des horosphères centrées au point à l'infini, qui est voilà, au point. Et puis les phi k, ça c'est un calcul qu'il faut faire. Phi k, hein, si vous vous souvenez, au départ, ils sont obtenus en appliquant l'opérateur de création ou d'annihilation, et puis en renormalisant. Si on calcule les phi k dans ce modèle, ça devient un objet qui est assez sympa quand on aime bien l'analyse microlocale ou l'analyse de Fourier. C'est cette onde plane multipliée par exponentielle ik θ. Et θ, c'est l'angle, maintenant c'est phi k de z v, et θ, c'est l'argument de v mesuré, il faut le mesurer à partir de la verticale.
Donc, je ne sais pas si les notations sont claires. Z, c'est lui-même x plus y. Donc y, c'est la partie imaginaire de z, et v, c'est le vecteur tangent. Et donc le θ, pour que cette formule soit vraie, il faut mesurer θ dans le sens, il faut mesurer θ à partir de la verticale. Donc voilà, dans chacun des modèles, il y a une formule pour une base orthonormée assez naturelle. Mais le modèle qui est le plus agréable pour travailler, c'est celui-là, parce qu'en particulier, le flot géodésique, l'action du flot géodésique, dans le dernier modèle, donc le sigma t, ça prend une fonction. Donc là, je vais reprendre cette formule-là, mais pour une matrice diagonale, ça prend une fonction, ça la multiplie par ça fait u de exponentielle t fois x multiplié par exponentielle moins t, ou non, plus t, 1 demi plus ir. Voilà, ça veut dire que si j'ai U et V qui sont tous les deux dans le même espace H engendré par une fonction propre, pour calculer les corrélations, alors je vais mettre avec une barre à chaque fois, il suffit de calculer dans le modèle calculer l'intégrale de u de x v de exponentielle tx alors lui il sort de l'intégrale en fait. Voilà, tx. Alors la manière, justement, ça c'est la manière dont Gelfand et Fomin avaient montré que le flot géodésique a un spectre absolument continu, c'est qu'en fait maintenant, pour tout R, on a finalement un flot unitaire sur L2 et c'est pas très dur de calculer son générateur et de calculer les spectres. Et en fait, c'est même conjugué à un opérateur de translation. Enfin, donc, en fait, à partir du moment où on a cette expression explicite dans un modèle, on peut étudier les propriétés spectrales. Et voilà, on peut par exemple montrer que ce flot unitaire, il a un spectre absolument continu. Faut le faire, alors, en principe, il faut le faire dans toutes les séries principales, puis dans les séries complémentaires, puis dans les séries holomorphes. À chaque fois, il y a un modèle. Alors moi je veux aller plus... Et puis de la même manière, Marina Ratner, c'était en 87, elle avait repris ce calcul et elle avait montré que si U et V sont non seulement dans L2 mais suffisamment régulières, cette quantité décroît exponentiellement vite. Et finalement, je veux pousser ça un cran plus loin en essayant de faire un développement asymptotique. Et comme première définition de suffisamment régulière, qu'est-ce qu'on peut essayer de prendre ? On peut essayer de prendre juste 2 éléments de la base orthonormée et voir ce que ça fait. Alors tout ça, c'est un peu expérimental. C'est peut-être pas... c'est des calculs que j'ai fait cet automne. C'est peut-être pas la meilleure manière de le faire. Il y a peut-être en particulier d'autres bases de fonctions qui sont plus pratiques. J'ai vraiment pris... finalement, j'ai pris la base peut-être la plus naturelle dans L2 de K et puis je l'ai transportée dans L2 de R et j'ai décidé de prendre cette base, mais... C'est possible qu'il y ait des choix de base orthonormée plus pratiques à la fin, je sais. Donc pour l'instant, assez régulière, ça va vouloir dire je vais prendre 2 éléments de la base orthonormée.
Et puis ce que je n'ai pas dit, c'est que par contre, si je prends deux fonctions qui sont dans deux espaces orthogonaux au départ, comme ils sont chacun stables par le flot géodésique, ça va rester orthogonal. Donc c'est pour cette raison que je me restreins dès le départ à deux fonctions qui sont maintenant dans le même espace h phi lambda. Donc je vais prendre U qui est 1 plus ix, 1 moins ix puissance k. Et puis V, c'est avec un autre, c'est la même chose, mais avec un entier L peut-être. Et donc les corrélations qui vont sortir. Bon, tout ça, c'était un peu expérimental. J'avais envie de voir si on retrouvait les résultats de Dyatlov, Faure et Guillermo, mais en repartant dans l'autre sens, en prenant les calculs d'origine et en les poussant. Et puis, j'étais contente de voir que ça redonnait bien la même liste de résonance de Ruel que celle qu'ils avaient trouvée. Eux, ils étaient partis de la fin, ils étaient remontés dans le temps, et moi, j'ai fait dans l'autre sens. Après, bon, c'est un calcul qui n'est pas très rigolo, mais pas complètement inintéressant. Mais on se retrouve avec... Alors la question avec laquelle on se retrouve, c'est... Bon, je peux... J'ai le exponentiel t là qui est en facteur tout le temps. Et puis, alors l'autre, c'est là que c'est important de bien mettre des barres dans les intégrales. Ça va faire 1. Donc lui, il a la puissance L et c'est pour... pardon, celui-là, il doit être multiplié par exponentielle t. Et lui aussi par exponentielle t. Donc on se retrouve comme ça avec une intégrale dépendante d'un paramètre, et puis il faut faire un développement asymptotique quand t tend vers l'infini, et voilà, il faut essayer de faire quelque chose. Alors ce qui semble judicieux de faire, c'est... Alors est-ce que je vais... C'est de découper l'intégrale en 3, donc... Il va de... Alors, est-ce que je vais réussir à le faire dans le bon sens? Je crois que je vais me tromper dans le changement de variable. Je ne sais pas si je vais réussir à faire le changement de variable. Alors, ouais, en tout cas, il y a une partie où... Alors, il y a une partie où ça semble judicieux de faire x plus grand que eta. Ensuite, il y a une autre partie où ça semble... Bon, je vais faire comme ça. Plus grand que eta, il y en a. Est-ce que ça... Non, mais je vais... Tant pis, je fais au tableau, si je fais les choses de tête. Bon, la ligne suivante, je ne sais pas si elle sert à grand-chose, je juste fais passer le exponentiel t de l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi je vois mieux quand c'est comme ça.
Donc là, c'est 1 moins ix, 1 plus ix, puissance L. Donc c'est pour celle-ci où il y a l'air d'avoir 3 régions, quoi. Je peux faire il y a une intégrale où c'est x plus petit. Il y a une région où c'est x au voisinage de 0. Il y a une région où c'est x au voisinage de plus l'infini. Et puis il y a une région intermédiaire qui à la fin devrait disparaître, donc entre a, donc x, entre a et eta exponentielle t. Et comment on obtient le développement asymptotique? Regardons par exemple la partie où on est au voisinage de 0. Donc j'ai cette même intégrale, mais x reste au voisinage de 0 et t tend vers plus l'infini, donc j'ai envie de faire un développement de cette fonction, puisque du coup là ce terme x exponentielle moins t tend vers 0, je vais faire un développement de cette fonction. Donc je vais appeler ça je vais l'appeler, et puis j'ai oublié la puissance k, donc ça je vais appeler ça f indice k et r de x exponentielle moins t. J'ai une fonction de x exponentielle moins t. Et je vais faire un développement de Taylor. Donc là, je vais faire somme. Et c'est ce développement de Taylor qui me fait sortir, en fait, tous les termes qu'il y avait dans mon développement asymptotique. Donc en 0 sur factoriel m fois xm exponentielle moins mt. Donc les entiers m qui sortaient, ils viennent de ce développement de Taylor. Et puis les restes, ils viennent du reste dans le développement de Taylor de cette fonction. Donc par exemple, si je m'intéresse que à l'intégrale au voisinage de 0, le développement qui va sortir, il va être de la forme. Donc il va être égal à ça. Et puis il va y avoir intégrale de moins a à a. Donc il va y avoir un exponentiel moins mt partout qui sort. C'est celui qui s'était rajouté dans le résultat que j'avais annoncé. Et puis après, il va sortir x puissance m, intégrale de moins 1 à a de x puissance m. Et puis ça, c'est la même chose. Ouais, ça c'est f L R par de x dx. Et puis à chaque fois un reste. La question c'est, si on veut, en fait après si on veut savoir dans quel espace de distribution tombent les résonances de Ruel, la question c'est d'arriver à estimer ces restes, de les décrire proprement le reste du développement de Taylor. Après, il faut faire le terme au voisinage de plus l'infini, il ressemble beaucoup parce qu'on fait juste le changement de variable x transformé en 1 sur x. Et en fait, on voit que l'intégrale, elle a exactement la même forme dans les nouvelles coordonnées. Enfin, donc, ce terme-là, ça va être vraiment la même chose, mais ça va être un développement de Taylor, si on veut, au voisinage de plus l'infini. Et puis, la difficulté, après, c'est de savoir... Bon, après, il y a une difficulté qui est de savoir comment on fait tendre A vers l'infini, parce qu'on a envie de dire on a envie d'en conclure que mon état résonant de Ruel, alors T
oui, ce que j'avais appelé TRM appliqué en U. Donc, U, c'était le U, on a envie de dire que c'est alors, on a envie de dire que c'est cette dérivée de la fonction FKR en 0. Et on a envie de dire que T étoile Rm appliqué en V. U et V, ce sont toujours mes deux fonctions, mes deux fonctions de la base orthonormée. On a envie de dire que ça va être intégrale de moins l'infini à plus l'infini de xm fl, donc appliqué en V bar, flr, de x dx. Donc autrement dit, enfin en tout cas ce qu'on voit très bien dans ce modèle, dans cette représentation modèle, c'est que les distributions T, c'est des distributions qui sont portées en... c'est que des masses de Dirac en zéro et leurs dérivées. Ça, du coup, la prochaine fois, je dirai un petit peu l'interprétation géométrique. Et par contre, les distributions T étoiles, la distribution T étoile correspondante, c'est l'intégrale par rapport à x puissance m. Et après, ce terme-là, l'autre terme au voisinage de plus l'infini, c'est la même chose, mais en inversant les rôles. Le T étoile, ça va être une masse de Dirac en plus l'infini, et le T, ça va être une intégrale. Mais la difficulté, en fait, ça je ne vais pas le faire devant vous, mais ce qui est assez pénible si on veut vraiment arriver à donner un sens à ce développement asymptotique, c'est qu'une fois qu'on a divisé... une fois qu'on a divisé l'intégrale en 3 morceaux et qu'on fait le développement de Taylor, tout se passe très bien, mais après on a envie de dire que, comme c'était vrai pour tout A, on prend A arbitrairement grand, et on se retrouve avec cette intégrale qui ne converge pas du tout. Donc on se retrouve avec des fonctions spéciales en fait, qui sortent. Donc ça ne converge pas. Bon, c'est une intégrale qui a un sens, mais par prolongement, elle est définie par prolongement analytique. En fait, si je la réécris en fond, si je repasse en coordonnées de θ, vous vous souvenez, x c'était tangente θ sur 2. Si je repasse en coordonnées θ, c'est l'intégrale de moins pi à pi de l'exponentielle im θ, il θ, je pense. Est-ce que je vais... non, le m... Pardon. Ah non, ça va. Je pense. Moi, je vais peut-être intervertir les différents indices, mais c'est des intégrales qui s'écrivent comme ça. Je crois que c'est ça. Et ensuite, il y a un exponentiel moins ILθ, je crois. Si je repasse en coordonnées θ, je me retrouve avec cette expression qui ne converge pas plus. Hein. Si j'ai des m trop grands, c'est pas non plus des intégrales oscillantes. En fait, c'est des intégrales qui sont définies par prolongement analytique. C'est des fonctions bêta en fait, hein, qui sortent. Donc c'est des fonctions qui sont bien définies. Alors ça, c'est les fonctions bêta. Leur définition, c'est intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus 2x moins 1 θ cosinus 2y moins 1 θ dθ. Donc au départ, c'est bien défini pour partie réelle de x et partie réelle de y suffisamment grand. Et après, on fait un prolongement analytique. Et donc là, c'est pareil. C'est cette expression-là qui sort, elle a vraiment un sens, mais il faut arriver. C'est défini par prolongement analytique, donc ça veut dire qu'on ne peut pas juste. On peut pas juste, une fois qu'on a écrit ça comme ça, on ne peut pas juste dire je fais tendre A vers l'infini. Il faut arriver à trouver le bon argument qui permet vraiment de dire que c'est vraiment ça le coefficient qui sort et que son sens c'est obtenu par prolongement analytique.
Mais on peut. Je vais pas le faire devant vous, mais voilà. Je pense que je terminerai un petit peu ça à la rentrée. En particulier, oui, je remettrai un petit peu dans tout ça à la rentrée. En particulier, il faudra quand même dire un mot de tous les restes qui sortent, enfin, dire un petit mot de la régularité des distributions qui sortent. Elles sont dans des espaces de Sobolev négatifs. Ça, c'est un des désavantages de cette approche, c'est que si on essaye d'estimer la régularité des états de Ruehl, on les trouve dans des espaces de Sobolev négatifs, alors que si on utilise... on perd un peu l'information qu'ils sont invariants. On le voit sur la formule qu'ils sont invariants par le fluorocyclique, donc ils ont quand même de la régularité quelque part. Mais ça ne se voit pas dans les espaces de Sobolev usuels, en fait. Si on regarde juste les coefficients de Fourier de ces distributions, bah, ils croissent polynomialement, donc on est dans des espaces de Sobolev négatifs. Et justement, un des intérêts de la théorie des espaces de Banach anisotropes, c'est de dire que si on se place dans des coordonnées qui sont adaptées au feuilletage stable et instable, on voit qu'il y a de la régularité dans la direction du fluorocyclique. Et si on reste en théorie des représentations et dans des bases, si on calcule juste des coefficients de Fourier dans des bases usuelles, on voit juste que c'est dans des espaces de Sobolev négatifs. Donc je terminerai un petit peu ça à la rentrée. Après, on m'a demandé ce que j'allais faire après. Après, je pense que je vais faire une séance sur comportement en zéro des fonctions de zeta, enfin surtout des séries de points carrés. Fonctions de zeta, j'en ai déjà un petit peu parlé, pour les graphes. Et les deux dernières séances, j'aimerais bien, puisqu'on me l'a demandé, j'aimerais bien parler un peu du trou spectral des graphes aléatoires, donc parler de ce qu'avait fait Joel Friedman sur les graphes réguliers aléatoires et l'obtention d'un trou spectral optimal, presque sûr, de manière à ce que ça serve un peu de préparation à l'année prochaine où je ferai des surfaces hyperboliques aléatoires. Voilà. Je vous remercie et puis s'il y a des questions, n'hésitez pas.